Bonjour, bonsoir à vous tous et merci de votre aimable fidélité. Fidélité sans cesse renouvelée à cette émission Un œil sur l'actualité. C'est le moment de revenir sur les grands sujets qui font l'actualité dans notre pays. Cette émission, c'est en deux parties. La première partie consacrée aux questions politiques. Je reçois dans cette première partie Éric Dupuis, qui est le secrétaire national à la communication de l'Alliance nationale pour le changement, parti membre du CAP 2015. Le CAP 2015 qui organise les lundis et mardis, c'est-à-dire le 10 et le 11, un colloque qui a pour thème l'alternance politique en Afrique. Et d'éminentes personnalités seront présentes pour animer ce colloque, notamment Francis Batindé, journaliste, et puis enseignant, Michel Gali, qui est journaliste-chercheur, Albert Bourgi, professeur de droit, le professeur Wolou, qui est professeur également de droit dans les universités d'Afrique, professeur Michel Gouéakoué, professeur Atam Sanzeus, qui ne sont plus à présenter. Ce colloque donc va revenir sur le thème de l'alternance politique sur le continent africain. Éric Dupuis, bonjour. Bonjour, monsieur Gary. Merci d'accepter l'invitation d'un œil sur l'actualité. C'est moi qui vous remercie. Tout à l'heure, vous m'avez présenté. Je voudrais rajouter tout simplement que je suis également le responsable de la communication de CAP 2015. D'accord. Et c'est à ce titre que je suis là ce matin. Et donc, on va avec vous revenir sur ce colloque, mais également quelques sujets d'actualité. Et en seconde partie, nous parlerons du sommet sur la sécurité et la sûreté maritime, notamment les enjeux de ce sommet, les retombées à court, moyen et long terme. Et pour en parler, je recevrai dans cette seconde partie Sopo Hine, il est juriste, et puis Guillaume Guianissieux, qui est consultant en développement d'origine centrafricaine, vu que le sommet est un sommet de l'Union africaine et donc tout le continent est concerné. Alors, Éric Dupuis, je l'ai annoncé, le CAP 2015 projette un colloque sur la problématique de l'alternance en Afrique. D'abord, dites-nous, quels sont les enjeux de ce colloque-là? C'est une contribution de CAP 2015 à la réflexion sur la problématique de l'alternance politique en Afrique. Vous savez que depuis l'indépendance, l'Afrique est confrontée à une maladie de nos dirigeants qui les amène, qui les pousse à se maintenir indéfiniment à la tête de nos pays. Nous avons vu le Togo, où le chef de l'État, Gnassingbé Adéman, est resté 38 ans à la tête du Togo, et à son décès, il y a eu une succession dynastique, dans la mesure où c'est son fils qui a pris le pouvoir. Et depuis, M. Faure Gnassingbé se refuse d'organiser des élections transparentes et équitables qui permettraient éventuellement à d'autres candidats de diriger ce pays. La même chose se voit dans d'autres pays, comme le Gabon il n'y a pas longtemps. Et tout ça doit interroger les Africains. Et le Congo aussi. Le Congo qui pose problème. Il y a le Tchad, on sait dans quelles conditions cela s'est passé. On peut dire que c'est un peu généralisé, sauf quelques rares pays comme le Bénin, comme le Sénégal, comme le Ghana, ainsi de suite. Même le Nigeria, pendant longtemps, il n'y a pas eu d'alternance politique. C'est seulement l'année dernière qu'il y a eu une réelle alternance politique. On a vu dans quelles conditions il y a eu l'alternance politique en Côte d'Ivoire, pays voisin. Donc tout ça doit interroger les Africains. Qu'est-ce que nous devons faire pour que l'alternance politique, qui est un facteur du développement, un facteur de l'édification de l'état de droit, soit une réalité sur notre continent. Donc, le CAP 2015 a mené la réflexion pendant longtemps et a décidé d'organiser ce grand colloque à Lomé avec d'éminentes personnalités dont vous avez donné le nom tout à l'heure. Et cela va durer 2 jours, c'est-à-dire lundi et mardi. Et nous allons débattre de tout ce qui peut concourir. En fin de compte, c'est 2 jours de réflexion dans l'intérêt et à la disposition du peuple africain tout entier. Alors, c'est quand même une démarche qui est assez nouvelle, parce qu'on voit le CAP 2015 qui, généralement, est dans les marches, dans les meetings, à expliquer un peu
l'alternance au Togo. Mais aller à un colloque qui réunit des personnalités de cette envergure-là, c'est une première. Oui, vous savez, pour faire un colloque de cette envergure, cela demande beaucoup de travail. Et cela demande également l'implication personnelle du chef de file de l'opposition, qui a l'habitude de rencontrer ces personnalités, de travailler avec ces personnalités. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, parce que M. Jean-Pierre Fabre a un agenda de haut niveau assez étendu, digne d'un chef d'État. Donc il a pensé qu'on pouvait mener une telle réflexion dans le pays. Cela n'empêche pas que le travail régulier d'un parti politique se fasse. Souvenez, rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, nous étions encore à l'intérieur du pays pendant 3 semaines, où nous avons parlé avec les populations. Parler avec les populations, oui, parce que c'est pour elles que nous travaillons. Je disais la dernière fois lors d'un meeting à l'intérieur que nous, partis politiques, nous sommes comme des chiens. Nous aboyons quand il y a un voleur qui arrive à la maison, mais il appartient au propriétaire de la maison de se lever pour faire peur ou pour chasser le malfrat. Nous ne pouvons pas nous lever pour faire le travail que doit faire le peuple. Le peuple est souverain, c'est à lui de faire ce travail-là. Donc ce travail, nous continuons à le faire. C'est la base même de l'activité d'un parti politique. Maintenant, de temps en temps, je pense qu'il faut réfléchir au-delà du petit Togo, de notre petit pays, il faut réfléchir au niveau de la sous-région, voire au niveau de toute l'Afrique. C'est cette réflexion que nous menons avec d'éminentes personnalités qui viennent de chez nous, d'abord. Vous avez cité le professeur Relou, vous avez cité le professeur Goakwe, le professeur Atazeus Minsan. Donc voilà. Et certainement que d'ici quelques mois, d'ici 6 mois ou autres, nous aurons d'autres initiatives qui iront dans le même sens, parce qu'il faut quitter maintenant un peu le microcosme togolais, ne pas l'abandonner, quitter, mais faire intéresser la communauté internationale sur ce qui se passe au Togo et réfléchir sur une solution globale pour notre continent. Alors quand on voit le profil des personnalités qui vont intervenir, ces personnalités togolaises, on les connaît, on connaît leur engagement politique. Francis Batindé également, on le connaît énormément au Bénin, qui a lutté contre le régime Kérékou avant de revenir à la faveur de la conférence nationale. Michel Gali, tout ça. Est-ce que vous avez voulu, dans ce colloque, organiser des gens qui sont convaincus que l'alternance politique est la solution? Vous savez, quand vous faites un colloque de ce niveau qui aborde la problématique de l'alternance politique, vous ne pouvez qu'inviter des conférenciers qui ont fait leurs preuves dans ce domaine, puisque ce sont des domaines qu'ils maîtrisent. Vous parlez de Francis Batindé, il est professeur, en plus de ses activités de journaliste reconnu mondialement, il est professeur à Sciences Po. Vous parlez de Albert Bourgi, en dehors de ses engagements politiques, du travail qu'il a fait, on l'entend moins maintenant, mais pendant longtemps on l'a entendu sur le plan international et sur le plan africain, sa position pour l'alternance politique et son refus pour la succession dynastique en Afrique. Donc ce sont des gens qui ont marqué par leur poids, par leur recherche intellectuelle, l'Afrique. Et vous prenez par exemple Michel Gali, qui aussi est professeur. Il est politologue. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'Afrique, qui a beaucoup écrit sur l'alternance politique sur notre continent. Donc nous pensons que pour le premier colloque que nous organisons, ce sont des personnalités fort indiquées pour pouvoir expliquer d'abord aux Togolais, puis à la communauté internationale, le fruit de leurs travaux, de leurs recherches, et puis pour que ça soit un éveil à nouveau à la question de l'alternance politique. Alors maintenant, quel est le programme conçu à l'effet de ce colloque? Le programme, dès lundi matin, à partir de 9 h, les travaux vont commencer, et la première journée sera consacrée aux responsabilités dans la réalisation de l'alternance politique en Afrique. Je lis pour que ça soit bien précis. Donc, le matin, le premier panel
ce serait la responsabilité des institutions en Afrique. La responsabilité des institutions. Le premier exposé sera les commissions électorales indépendantes, mythe ou réalité. C'est le professeur Atamin Sanzos qui va mener cette réflexion. Vous savez qu'il est avocat à la Cour, enseignant à la faculté de droit, et puis il a été vice-président de la CENI au Togo, et il a conduit des observations un peu partout en Afrique pour des élections. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le problème des commissions électorales indépendantes. Donc c'est la personne la mieux indiquée pour aborder ce sujet. Le deuxième exposé de la journée serait les cours constitutionnels dans les processus électoraux en Afrique, garantie ou illusion démocratique. Alors, la personne la mieux indiquée chez nous ici pour en parler, c'est le doyen, parce qu'il est doyen de la faculté de droit. C'est le professeur Komi Wolu, qui est directeur de l'école doctorale de la faculté de droit, Université de Lomé, et d'Afrique, puisque c'est une personnalité qui intervient dans plusieurs universités. Et il est reconnu pour la qualité de son enseignement et de ses études. Bon, en plus, c'est un chef de parti politique qui milite dans ce sens. Donc c'est une personnalité qui correspond le mieux possible à pouvoir parler de ce problème. Ensuite, le deuxième panel, ce serait la responsabilité des communautés. Quelles sont les responsabilités des communautés? Nous voulons parler de la communauté internationale et de la communauté nationale. Pour la communauté nationale, les peuples africains sont-ils complices ou victimes des dictatures en Afrique? Oui, c'est une bonne question à se poser, parce que on voit par exemple le Togo, la dernière fois, les évêques catholiques s'inquiétaient de la léthargie dans laquelle se trouvait le peuple togolais. Donc, il est temps de se poser la question, est-ce que cette léthargie que décrit la lettre pastorale, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que non? Qu'est-ce qui se passe? C'est de la complicité. C'est de la complicité ou pas? Donc, c'est le professeur Adovi Michel Goyakwe, qui est professeur d'histoire à l'université de Lomé. C'est un éminent historien, donc, qui a déjà réfléchi sur ce problème, puisqu'il en a déjà parlé, il a déjà fait des propositions en ce sens. Donc, c'est la personne également la mieux indiquée. Puis, l'autre quatrième exposé, la communauté internationale et l'alternance politique en Afrique. On a vu ce qui s'est passé au Gabon. La communauté internationale, dans un premier temps, a crié haro sur le hold-up électoral au Gabon. Puis nous voyons aujourd'hui l'Union africaine et la France qui font du rétropédalage. On peut s'inquiéter, on peut se dire, mais comment hier, cette même communauté internationale qui condamnait un coup de force électoral, qui aujourd'hui préconise une discussion pour pouvoir trouver... Mais ça n'a pas de sens. Vous jouez au football et non, vous allez faire un sport à l'athlétisme. Celui qui a gagné la médaille d'or, on trouve qu'il s'est dopé et on dit, ah, c'est condamnable, il faut lui enlever la médaille parce que il ne pouvait pas utiliser des médicaments pour pouvoir gagner. Et puis le lendemain, on dit aux autres joueurs, non, bon, on va arranger ça à l'amiable, il faut qu'il garde la médaille. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait une règle qui puisse permettre au peuple africain de pouvoir contrôler leur vote pour le choix de leurs dirigeants. Donc ce travail est confié au professeur Albert Bourgi, qui est professeur des universités en France, qui est juriste, politologue, consultant auprès de plusieurs institutions et chef d'État africain. Donc, vous voyez, l'articulation de cette première journée, c'est une réflexion sur la problématique même de l'alternance politique. Et les personnalités, éminentes personnalités qui sont choisies, à mon avis, correspondent parfaitement
à diriger ces débats avec les invités pour ce colloque. La deuxième journée, qui est celle du mardi 11, sera consacrée aux moyens qu'il faut dans la réalisation de l'alternance politique. Quels sont les moyens que nous devons mettre en place ou dont nous disposons pour que cette alternance puisse être une réalité. Donc c'est un travail de réflexion, de prospective. Et cinquième exposé donc du colloque sera fait par Michel Galli, qui est journaliste. Il travaille pour plusieurs journaux du monde. Il est français. Et il est politologue, et enseignant également. Et c'est la succession dynastique et exigence démocratique en Afrique. La succession dynastique, c'est ce qui s'est passé, on en a parlé tout à l'heure, au Gabon. C'est ce qui s'est passé au Togo aujourd'hui. Donc, ça nous intéresse, nous, Togolais, au premier chef. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, au décès de Fonia Sibé, je ne le souhaite pas, que son fils puisse prétendre? Bon, son fils, il est togolais comme tout le monde. S'il veut diriger le pays, ce ne sera pas un problème. Si il fait de la politique, il se donne les moyens, oui. Mais si c'est un quarteron de généraux qui vient l'imposer au peuple togolais, je dis non. Je dis non. Au Canada, le fils Trudeau est aujourd'hui Premier ministre. Mais son père ne l'a pas imposé. L'armée ne l'a pas imposé, comme cela s'est fait au Togo. C'est ça la réalité. On ne dit pas que c'est une famille. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'une seule famille ça accapare tout le pouvoir, accapare toutes les richesses du pays. On dit c'est pas normal. Monsieur Niaoui peut avoir aussi l'ambition d'être chef d'État dans ce pays. C'est son droit en tant que Togolais. Même s'il n'est pas Kabien, même s'il n'est pas de Pia. Voilà ce que nous disons. Puis le sixième et dernier exposé sera fait par monsieur Francis Batindé, que vous connaissez, qui est un grand journaliste. Il n'est plus à présenter. Et il a été même responsable du Haut Commissariat des Nations Unies au Ghana. C'est un professeur à Sciences Po, je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, lui, il va parler de l'égalité des moyens dans les compétitions électorales en Afrique. C'est-à-dire, ce que nous disons, la transparence et l'équité dans les compétitions électorales. Alors, donc moi, voilà, ça va nous boucler la journée du mardi, donc à 12h, le colloque sera terminé. Alors, quand je regarde le profil des personnalités, c'est des gens, on vient de le dire tout à l'heure, qui sont quand même convaincus de la chose politique, afin de l'alternance. Alors, pourquoi est-ce que c'est délibérément que vous l'avez fait de ne pas inviter d'éminentes personnalités, de professeurs qui sont dans notre pays ou ailleurs, qui ne pensent pas comme ceux-ci? Ils seront dans la salle. Oui, mais pour qu'ils interviennent aussi pour donner leur lecture de la chose. Non, mais nous, notre problème, l'objectif de notre colloque, est bien la problématique de l'alternance politique en Afrique. C'est ça, le thème de notre colloque. À partir du moment où nous avons choisi ça comme thème, nous devons choisir des personnalités qui soutiennent et qui soient capables de réfléchir sur cette problématique. Maintenant, parmi les invités au colloque, il y en a 400. S'il y a des gens dans la salle qui ne partagent pas le point de vue des conférenciers, ils sont libres. Puisque, à la suite des exposés, il y a débat. Il y a débat ouvert, la parole sera donnée à la salle et il y aura discussion. Donc, à partir de ce moment-là, s'il y a dans la salle, il y aura des professeurs de droit, il y aura des professeurs, il y aura même des hommes politiques qui sont invités, s'ils acceptent de venir. Il y a les chefs du pouvoir, vous en avez invité? Je n'ai pas la liste de ceux qui sont invités, je n'ai pas regardé, mais je sais qu'il y aura
des partis politiques qui sont invités. Je sais qu'il y a des religieux qui sont invités, des chefs traditionnels qui sont invités, des enseignants qui sont invités, des personnalités de la société civile qui sont invités. Non, ceux qui voudront répondre favorablement à cette invitation, qui ont le temps de passer ces 2 jours avec nous, seront bien accueillis et nous serons très heureux de connaître leur avis sur ce thème-là. Parce que ce n'est pas un colloque, ce n'est pas un travail d'enseignant. On ne va pas venir nous donner un cours sur ça et puis repartir. Non, il y a un exposé qui va durer 15-20 minutes. Et puis après, il y aura un débat. Et à la fin des 2 jours, il y aura une conclusion de ce colloque qui sera mis à la disposition de la presse, à la disposition de tous ceux qui voudront s'intéresser à cela. D'autre part, il y aura beaucoup de journalistes. Vous êtes conviés également à prendre part à ce colloque. Alors, pas seulement en tant que journaliste, mais pour écouter ces vous pouvez librement participer au débat si vous pensez que vous avez votre mot à dire. Alors, dites maintenant, on a vu des rencontres de haut niveau se faire qui ont abouti à des recommandations ou à des conclusions qui sont restées dans les tiroirs. Ce colloque-ci, ça va suivre le même effet? Non, là, je crois que vous parlez du gouvernement, vous parlez du régime APT-UNIR. Non, on connaît les rendez-vous que les Africains organisent. En général, on fait des conclusions, on invite des gens qui écoutent et puis après, c'est rangé. Oui, mais quelle est notre possibilité d'agir? C'est pour savoir si, après le colloque, vous comptez faire quelque chose des conclusions. Quelle est notre possibilité d'action? Nous faisons un colloque. Il y aura des comptes rendus, il y aura des recommandations, comme vous dites. Mais ces recommandations seront adressées aux autorités togolaises et internationales. Ça sera adressé aux intellectuels des universités un peu partout. Il appartient aux décideurs de voir quelle suite donner à cela. Mais nous, en tant que parti politique, tout à l'heure, je vous disais que nous sommes en quelque sorte des chiens. Nous aboyons pour qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse autour de ce que nous disons. Maintenant, il appartient aux décideurs de prendre connaissance avec les recommandations, avec les conclusions de ce colloque. Et nous, il nous appartient de continuer à travailler, à insister pour que nos décisions, nos recommandations soient prises en compte. Même si ce n'est pas pris en compte au Togo, je pense que d'autres chefs d'État africains pourront en tenir compte dans les réunions internationales qu'ils auront. Vous allez leur envoyer quand même les conclusions? Bien sûr, tout à fait. Oui. D'accord. Maintenant, venons à un point qui fâche. Ce colloque tombe sur le 10 et le 11. Alors, vous savez que le 10 débute le sommet sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Oui. Alors dites-moi, est-ce que vous l'avez fait à dessein pour perturber le sommet? La question que je me pose en réponse à votre question, est-ce que la vie du pays s'arrête à cause du sommet? On n'arrête pas la vie politique, économique et sociale d'un pays à cause d'un sommet. Ça n'a pas de sens. Mais au Togo, ça a un sens. La preuve, on a fermé les écoles pendant 3 semaines. Pendant ce temps-là, leurs propres enfants sont dans les écoles qui ne sont pas fermées. L'école française n'est pas fermée. L'école américaine n'est pas fermée. L'école anglaise n'est pas fermée. D'autres écoles ne sont pas fermées. Pourquoi 2 poids, 2 mesures dans un pays? Or, nous savons que leurs enfants ne sont pas dans les écoles publiques qui sont fermées, pour la plupart des moins. Deuxième chose, est-ce que c'est normal que l'Assemblée nationale, après avoir ouvert la session budgétaire mardi dernier, soit fermée jusqu'au 16 ou 17 octobre pour raison de sommet? Ça veut dire que, pour le régime en place, le travail des députés de l'Assemblée, les élus de la nation, n'a pas d'importance, n'a pas de priorité. La session budgétaire parlementaire, c'est cette session qui va analyser les budgets pour l'année 2017. C'est un document épais comme ça. Et nous sommes déjà au mois d'octobre
dans un pays normal, ils auraient dû déjà bien avancer dans le dossier. Et vous allez voir que c'est en catastrophe et dans la précipitation que le budget va être voté à la veille de la fin de l'année. Le 31 décembre. Le 31 décembre. Je dis que ce régime n'a aucun respect pour les élus de la nation. C'est inadmissible. Et qu'est-ce que ce sommet va nous apporter? À ce sommet, nous apprenons qu'il a été consacré plus de 13 milliards. Le budget de la santé au Togo est de l'ordre de 48-49 milliards. On peut considérer que globalement, les 13 milliards représentent plus de 26%, voire 27% du budget de la santé. Pendant ce temps-là, nos hôpitaux sont des mouroirs. Allez à l'hôpital Sylvanus Olympio. Vous allez voir dans quel état cet hôpital se trouve. Et on me dit à moi, responsable politique togolais, qu'on a consacré 13 milliards pour la sécurité maritime. Et la sécurité des Togolais. Le minimum de la sécurité du peuple togolais, c'est sa santé. C'est le droit de se faire soigner de manière sérieuse. Aujourd'hui, on meurt de n'importe quelle infection. Combien de Togolais meurent chaque année de paludisme? Combien de nos femmes meurent en couche au Togo? Et je parle de Lomé. Allez à l'intérieur du pays. Les centres de santé n'existent pas. Et quand ils existent, ils sont dans un état lamentable. Les gens dorment, les malades dorment à même le sol. Quand vous allez accoucher, si vous n'avez pas le minimum pour pouvoir payer votre kit, on ne vous accouche pas. Et nous savons que souvent, nos femmes sont confrontées à ce problème de difficulté d'accouchement. Et parfois, on est obligé de les opérer. La césarienne. Et nos sœurs, nos femmes, nos mamans, souvent en meurent, perdent leur vie. Ceux qui nous dirigent ne sont pas confrontés à ce problème-là. Quand ils ont mal aux dents, ils vont en France se faire soigner. Je ne suis pas contre la problématique de la sécurité maritime. Mais nous disons que le Togo a d'autres priorités. Oui, mais ça aussi, c'est une priorité. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe, la piraterie maritime, vous voyez un peu le déversement des déchets dans nos océans. Il faut s'occuper aussi de ces questions tôt ou tard. Alors, pour ce qui concerne la sécurité maritime, dans la sous-région, nous avons des grands pays comme le Ghana, qui a d'autres moyens que nous, qui auraient pu abriter ce sommet. Nous avons la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est mauvais que le Togo abrite le sommet? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Là, nous sommes en train de démontrer que nous pouvons le faire. Au détriment de nos populations. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la bonne gouvernance? Vous parlez des déversements de déchets dans la mer. Excusez-moi de vous dire, monsieur Niaoui, faites le tour de la plage, de Lomé jusqu'à Néra. Vous allez voir que même dans Lomé, la plage est devenue un déversoir des eaux usées de toute la ville. Vous allez à la plage, ça sent mauvais. Et l'eau stagne, l'eau puante stagne tout le long de la plage. Vous n'êtes pas capable d'aménager votre littoral. Vous n'êtes pas capable de protéger votre littoral, qui est devenu un dépotoir. Vous n'êtes pas capable de maîtriser l'érosion côtière. À Ného, à Gbodranfort. Cette ville disparaît complètement. À Gbodranfort.
Et vous me parlez de la sécurité maritime au-delà de Mais la là, piraterie. c'est toutes ces questions qui vont quand même être mises sur la table. Je mises sur pense la table que dans ce sommet. c'est le sommet qui va nous apporter les solutions, qui va nous apporter l'argent pour le faire. Là, c'est toute Ces la 13 milliards, qui se réunit ces pour 13 réfléchir. milliards auraient dû servir peut-être à essayer de voir ce que le Togo peut faire avec ses propres capitaux avant de faire une grande messe de 2 jours en réalité, parce que tout ce qui démarre le 10, c'est du folklore. La signature, c'est le 14 et le 15. Ouais. Donc, est-ce qu'on a besoin de cela? On nous dit qu'il y a 3000 personnes, que les hôtels sont remplis, qu'on est obligé, c'est ce que disait le ministre de l'administration territoriale, qu'on est obligé d'aller jusqu'à Agoué, pardon, pour trouver des places dans les hôtels. Monsieur Niaoui, faites le tour dans les hôtels à Lomé. 90% des hôtels à Lomé sont vides. Sont vides. Moi, j'ai fait des hôtels. Parce que, ayant appris cela, compte tenu de nos invités, j'ai voulu voir où est-ce qu'on pouvait les loger. Le taux d'occupation des hôtels, tu as des places partout. Alors là, ce que vous dites, c'est que il n'y a pas autant d'invités qu'on nous dit. On a voulu grossir Près de 4 la réalité des choses. Les hôtels ne sont pas complets. Les retombées économiques, je ne les vois pas. Bon, pour le moment, et puis ce n'est pas seulement 3000 personnes qui vont générer autant. Prenons un calcul simple. Si vous prenez 3000 personnes et que chaque personne dépense 100 000 francs, même 1 million par jour, est-ce que ça va couvrir les 13 milliards qu'on a dépensés? Si pendant tout le colloque, les 3000 personnes dépensaient 1 million pour les 3 jours, ça va faire 3 milliards. 3 milliards, ça couvre les 13 milliards. Mais là, on nous parle, le ministre nous parle des avions qui vont venir. Les chefs d'État qui vont venir avec leurs avions, c'est ça qu'on va taxer? Air France ne sera plus taxé exceptionnellement ou... Je ne comprends pas. Il ne faut pas que le ministre de l'administration territoriale et ceux qui communiquent au cours de ce sommet s'imaginent qu'ils sont plus malins que le peuple togolais. Nous aussi, nous savons calculer. Nous aussi, nous savons voir la réalité des choses. C'est triste, vraiment triste, de vouloir à chaque fois berner les populations togolaises. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Quand on a posé la question au ministre de l'administration territoriale concernant le budget de cette affaire, il nous a dit, mais c'est dans le budget. Dans le budget, il est inscrit 5 milliards. Mais aujourd'hui, nous savons que ça a été largement dépassé. Vous vous souvenez, le sommet de l'OU à Lomé avec M. Niassibé, père, ça a été une faillite pour le Togo. À telle enseigne que l'hôtel du 2 février a été hypothéqué au profit de la Libye parce que nous n'étions pas capables de rembourser les dettes. Les villas qui étaient affectés, les terrains qui étaient affectés à des gens pour construire des villas, certaines n'ont jamais vu le jour. Et puis après, ils ont eu les avantages et après ils ont construit pour eux-mêmes de grandes villas. Et ces villas n'ont jamais servi à accueillir les chefs de l'État, les chefs d'État. Et eux-mêmes se sont partagés les terrains. Le scandale qu'il y a eu, et certaines personnes même ont été obligées de fuir le pays parce que accusées des détournements au niveau des véhicules, au niveau des ameublements, ainsi de suite. Togolaises, Togolais, n'ayons pas la mémoire courte. Souvenons-nous de ce qui s'est passé au sommet de l'OUA. Et on veut nous rééditer ça aujourd'hui, encore. Mais là, est-ce que c'est tout ça quand même qui explique que vos dates coïncident, hein? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a les regards sur le sommet. Est-ce que vous voulez un peu détourner l'attention des gens vers le colloque que le CAP organise? Non, je ne pense pas que ça soit notre idée. C'était un projet et c'est fort heureusement que ça soit tombé à cette période. Et puis,
ce que vous avez peut-être oublié, le 10 octobre, c'est l'anniversaire de l'ANC. Nous ne l'avons pas choisi. Or, le sommet a été décidé il n'y a pas longtemps. Or, ça fait 6 ans que nous existons et ça fait 6 ans que nous fêtons notre anniversaire chaque 10 octobre. Ce n'est pas pour ça, mais ça coïncide avec... Alors, dites, pourquoi Jean-Pierre Fabre, qui était invité pour le sommet, n'a pas souhaité y aller? D'abord, Jean-Pierre Fabre n'a pas reçu d'invitation à ce sujet jusqu'à maintenant. Mais quand vous avez rencontré le ministre de l'administration territoriale, le sujet a été abordé. Verbalement, il a dit, on vous invitera. Est-ce que c'est correct de la part d'un ministre de dire cela à une personnalité politique, chef de file de l'opposition? Vous savez, le chef de file de l'opposition n'est pas nommé par le ministre, n'est pas nommé par le gouvernement. C'est un texte de loi qui prévoit, qui met les dispositions, qui donne le droit à une personne d'être nommée chef de file de l'opposition. Alors, son tort, c'est le choix d'un chef de file de l'opposition n'appartient pas à un ministre, n'appartient pas au chef de l'État, ça appartient aux populations. C'est parce que l'ANC est aujourd'hui le premier parti de l'opposition à l'Assemblée nationale qui lui revient que son président soit chef de file de l'opposition. Ce n'est pas un cadeau. Est-ce que le tort du ministre, c'est de dire qu'on vous invitera? Je ne parle pas de tort. Ce n'est pas une manière d'inviter quelqu'un. Mais une invitation formelle pourrait arriver. Si je vous dis, monsieur Niaoui, je vous inviterai et que je ne vous invite pas, c'est que je me moque de votre tête. Ce n'est pas poli. Je ne le ferai pas. Si je dois vous inviter, je vous enverrai un carton. Je ne vous le dirai pas avant. Ou alors, par précaution, je vous dirai, est-ce que vous serez disponible dans telle période afin que je puisse vous envoyer un carton. Donc jusque-là, aucun carton d'invitation n'est encore arrivé? Pour l'instant, non. Et si ça arrivait? Vous savez, nous ne sommes pas une girouette. Monsieur Jean-Pierre Fabre a eu à expliquer déjà à maintes reprises que les conditions d'une relation républicaine ne sont pas encore établies au Togo pour que nous puissions jouer pleinement ce rôle. Nous avons signé un accord il y a 10 ans, c'est l'APG. Cet accord prévoit des réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales. Et le régime RPT Unir, avec M. Faure Gnassingbé à la tête, refuse d'appliquer ce que l'APG a préconisé. Nous disons, tant que les réformes ne seront pas faites, tant qu'il n'y aurait pas de relation normale, de respect entre ceux qui dirigent ce pays et la classe politique de l'opposition, nous ne pourrons pas nous asseoir ensemble. Même dans un sommet de cette envergure? Oui, mais à quel titre voulez-vous que Jean-Pierre Fabre aille s'asseoir là-bas quand vous savez que Jean-Pierre Fabre est interdit de sortir du territoire sans autorisation? Au titre du chef de file de l'opposition. Un chef de file de l'opposition qui est sous le coup d'une inculpation? Ça, c'est une autre affaire, là. Ça, c'est purement judiciaire. Comment c'est une autre affaire? C'est purement judiciaire. Oui, là, nous sommes dans un sommet. Et moi, là où je voudrais en venir, vous savez que Jean-Pierre Fabre ambitionne de devenir chef de l'État. C'est des questions de sécurité maritime qu'il aura à résoudre forcément dans son agenda. Est-ce qu'il ne pourrait pas? Est-ce que ce n'est pas une école à laquelle il pourrait aller? Est-ce qu'il a besoin de ça pour comprendre cela? Non. Mais là, c'est une armada de personnalités. Ça, vous savez... Qui se moi, je vais vous dire une chose. Pour discuter de ces questions-là. Je vais vous dire une chose. Ça, c'est du cinéma. S'il y a une décision qui doit être prise, elle est déjà prise. Oui, mais là, est-ce que lui, il n'a pas à aller là-bas pour apprendre quand même? Attendez, le travail est déjà fait. La cérémonie dont vous parlez, c'est du folklore. Ça permet d'utiliser l'argent. Mais le travail en lui-même est déjà fait. Ce travail-là, le produit
de ce document, vous l'aurez. Alors, mais peut-être pour lui de s'impliquer plutôt en amont pour voir un peu les négociations qui ont été faites, les discussions qui ont été faites pour accoucher du travail qui aurait déjà été fait, comme vous le dites. Dans quel intérêt? Vous croyez que s'il veut être au courant, il ne le sera pas? Vous croyez qu'il n'est pas au courant? Pas plus que ceux qui le font quand même. Parce qu'eux, ils sont en contact perpétuel Et avec vous ces pensez que réalités-là. parce qu'il ira s'asseoir là-bas, devant, pendant 5 minutes, les autres vont parler, il saura davantage? Oui, mais non, peut-être être impliqué, suivre le sommet, On vous invite, chef de file, quand on vous invite, pour apprendre sur ces questions d'envergure aussi. Quand on vous invite à ces genres de cérémonies, on vous invite pour l'ouverture. À l'ouverture, il y a des discours lénifiants qui sont faits. On vous remercie, on vous offre un peu, on vous remercie, et puis c'est tout. Vous ne prenez pas, d'abord, vous ne prenez pas part aux discussions parce que les discussions se font au niveau des ministres. Après, quand le moment de la signature, ça se fait au niveau des chefs d'État. Les invités, en ce moment-là, on les remercie, ils s'en vont. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Ils ne vont pas inviter l'opposition ou la population pour assister au débat interne des chefs d'État. Cela n'existe pas. Ça se fait entre eux. Alors, nous sommes en train Et d'arriver... après, quand ils arrivent en plénière, ils vous font de beaux discours pour entériner ce qui a été déjà décidé ailleurs. Nous sommes en train d'arriver à la fin de cette première partie, mais je vais vous lire quelques commentaires et questions des internautes pour voir les réponses que vous allez y donner. Il y a Odilon Ohin qui écrit sur Facebook: est-ce que le CAP comprend que leur manifestation pourra donner une mauvaise image au pays? Il continue: il est peut-être vrai que leurs revendications soient fondées, mais au-delà de cela, qu'ils respectent au moins l'effort de ne pas ternir notre image auprès des étrangers, qu'ils attendent, et après le sommet, qu'on fasse les palabres entre Togolais. Il y a des fois, ce n'est pas tout, on montre, je le lis comme il a écrit, il y a des fois, ce n'est pas tout, on montre aux gens de l'extérieur, eux aussi, qu'ils contribuent aussi à ce qu'on dise, ne serait-ce un peu du bien du pays. Vous savez, le Togo n'est pas un pays isolé. Le Togo s'inscrit dans un village planétaire. Et ce qui se passe au Togo interpelle les autres pays africains. Et je dois dire à M. Ouine que tout dernièrement, en avril 2015, lors de l'élection présidentielle, il y a 2 chefs d'État africains qui sont intervenus dans le débat électoral. Je veux parler du chef de l'État ghanéen et du chef de l'État ivoirien. Donc, M. Ouine, il ne faut pas se cacher le visage. Hein, il faut dire la vérité, et ça ne coûte rien de dire la vérité. Laver le linge sale à la maison, c'est une façon de voir les choses. Mais quand vous lavez le linge sale à la maison et que vous venez jeter dans la rue l'eau de votre lessive, ce n'est pas non plus une bonne chose. Ces personnes qui vont venir au Togo, est-ce qu'elles iront se promener à Baie? Est-ce que ces personnes iront se promener dans l'avenue, comment on appelle, au feu de Boigné? Hein, vous allez voir, tous les caniveaux sont remplis de déchets et c'est une puanteur extraordinaire. Ce qui se passe aujourd'hui, et je crois que c'est le conseil que nous donne M. Ouine, c'est l'histoire d'un chef de famille qui vit dans un poulailler, qui ne balaye pas sa maison. Sa maison est devenue un dépotoir total. Et parce que il reçoit quelques amis, au lieu de nettoyer sa maison de fond en comble, on peint l'extérieur de la maison et puis on prend des linges pour couvrir la saleté. Nous, nous disons non. Il faut déjà commencer à travailler pour que la maison soit tous les jours propre et accueillante pour tout le monde, que ce soit des étrangers ou des membres de la famille. Alors, il y a une autre intervention sur Facebook de Tadjoudine Memem. Il dit: je crois que Jean-Pierre Fabre et ses amis ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils ont eu des occasions en or pour faire passer leurs revendications. Je prends pour exemple les troubles sociaux qu'il y a eu avant les présidentielles et la participation même à la présidentielle.
Jean-Pierre Fabre pouvait tout simplement, après avoir déposé ou avant même de déposer, conditionner sa participation à la mise en œuvre d'un certain nombre de ses revendications, notamment la limitation de mandat. De toutes les façons, je ne suis pas certain que ce pseudo-colloque puisse avoir l'effet qu'il souhaite, c'est-à-dire vouloir perturber la bonne marche du sommet si le pouvoir en place ne fait pas les réformes. Faure est plus intelligent que ça. Moi, quand j'entends des choses comme ça me fait rire parce que c'est quelqu'un qui dit les choses et en même temps leur contraire. Faure est aussi intelligent que ça. Bon, si c'est son avis, je crois que vive Faure Gnassingbé, il n'a qu'à rester au pouvoir ad vitam aeternam. Et M. Jean-Pierre Fabre n'est pas un homme intelligent. M. Jean-Pierre Fabre est très intelligent parce que s'il n'était pas intelligent, il aurait certainement fait ce que lui, il préconise. Et ça aurait été la preuve d'une inintelligence palpable. Jean-Pierre Fabre est hautement intelligent pour ne pas tomber dans de telles inepties prévues par ce monsieur. Une autre intervention, Charles Somadiago, il dit « Sachons apprécier l'effort des autres. Si Jean-Pierre Fabre attend le début du sommet pour avoir une manifestation, c'est une mauvaise foi. Donc, intention de salir le nom de notre cher pays. Le sommet n'est pas pour le Togo, mais pour l'UA. En tout cas, les bruits de la mer n'empêchent pas les poissons de dormir. » Que ce monsieur dorme en paix. Tout simplement. Oui. Bon. Alors, je voudrais, avant de finir cette émission, vous faire réagir sur le verdict qui est tombé dans l'affaire Ouassem. Ouassem a été condamné à verser 280 millions aux familles des victimes. Bon, c'est vrai, l'argent ne va pas faire revenir les morts, mais est-ce que c'est un bon signal? Je n'ai pas lu le compte-rendu du procès. Quand on parle de 220 millions, 280 millions, ça représente une goutte de la mer pour la société Ouassem. Ce que j'aimerais savoir, quelle est la répartition de cette somme? Combien reviendrait à chaque famille? Est-ce que ça correspond vraiment aux fruits du travail des défunts s'ils étaient en vie pendant 10-20 ans et qu'après, ils aient bénéficié de leur retraite? Parce que c'est une réparation qu'il faudrait calculer d'abord. Et quelle est la part qui reviendrait aux avocats? Ben oui, parce qu'ils ont pris des avocats. Il y a des frais. Est-ce que Ouassem a été condamné au départ? Oui. Je ne connais pas. Mais le problème n'est pas... C'est un problème important. Hein. Je ne minimise pas ce côté de la chose. Mais je dis que il y a une autre question qui se pose. Quelle est la réalité de la situation de Ouassem telle que posée par les journalistes togolais? On dit que Ouassem ne déclare pas l'intégralité de ses résultats au Togo et qu'il y a une fuite de capitaux. Vrai ou faux? Qu'il y ait des sociétés transparentes, des sociétés offshore qui détiennent la quasi-intégralité des parts sociales. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Dans ces sociétés offshore, qui sont les actionnaires? Est-ce qu'il n'y a pas les dirigeants togolais dedans? Nous avons demandé au Premier ministre de nous communiquer, conformément à la loi. Est-ce qu'il l'a fait finalement? Non. Conformément à la loi, la liste des sociétés dans lesquelles le Togo est actionnaire. Et de nous communiquer également l'actionnariat de ces sociétés-là. On n'a toujours pas. Nous avons appris que chaque année, Ouassem donne 10 millions de francs au Premier ministre togolais. On attend une réponse du gouvernement. Est-ce que le régime RPT UNIR accepte la corruption par Ouassem des premiers responsables du pays? Si tel est le cas,
quel est le niveau de rémunération des autres sociétés pour les premiers ministres, voire le chef de l'État. C'est une question qui intéresse le peuple togolais. Si on donne à une seule personne chaque année 10 millions et qu'on donne 280 millions aux familles éplorées, je trouve que c'est un peu amer comme jugement. C'est amer. Moi, si j'apprends qu'un des miens est mort dans ces circonstances-là et qu'on me donne 20 millions quand je sais qu'un Premier ministre qui dirige ce pays, qui est payé par l'État, touche 10 millions de la même société, ça me révolte. D'accord. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. Éric Dupuis, on a fait le tour des principales questions. Merci d'être venu répondre à toutes ces questions. C'est moi qui vous remercie et j'invite les Togolais à suivre de près notre colloque de lundi et mardi. Et c'est très important le thème qui sera discuté. La problématique de l'alternance politique n'est pas seulement une problématique togolaise, mais elle concerne toute l'Afrique. Et il y va de l'indépendance de nos pays, il y va du développement de nos pays. Parce que tout à l'heure, on a parlé des personnes qui accaparent les richesses des pays, qui accaparent le pouvoir, et le corollaire de ça, c'est l'impunité. Si vous savez que vous êtes là, ad vitam aeternam, les crimes économiques, les crimes politiques, tous les crimes, vous pouvez les faire en toute impunité, parce que vous savez que vous êtes là jusqu'à la fin de votre vie. Mais si vous savez que l'alternance politique fait que dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez partir, vous aurez le devoir de rendre compte à ceux qui vous ont élus. Et à partir de ce moment-là, vous ferez une gestion saine de l'affaire publique et vous mènerez une gouvernance dans l'intérêt de ceux qui vous ont élus pour un mandat de 5 ans ou de 10 ans. C'est tout ce que nous demandons. Je vous remercie. Merci Éric Dupuis, secrétaire national à la communication de l'ANC et également chargé de la communication du CAP 2015. On parlait tout à l'heure du sommet, donc je continue le débat sur le sommet avec 2 invités, Sopo Guiné, juriste, et puis Guillaume Gianissio, qui est consultant en développement d'origine centrafricaine, pour évoquer donc la question de ce sommet qui débute ce 10 octobre dans notre pays. Je vous retrouve juste après ceci. Et dans cette seconde partie d'émission, comme annoncé, je vais poursuivre les discussions sur le sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. On en parle et on y est déjà. Ce sera à partir de ce lundi 10 octobre jusqu'au 15 octobre prochain. On attend à peu près 4000 personnes dans notre capitale pour discuter des enjeux de la sécurité, de la sûreté maritime, mais également le développement en Afrique. Je voudrais évoquer ce sujet avec quelques concitoyens. D'abord, Sopo Guiné, vous êtes juriste. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter l'invitation. C'est à moi de vous remercier. Et puis, Guillaume Gianissio, vous êtes consultant en développement. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle surtout que vous êtes centrafricain, c'est ça? Oui, je suis centrafricain. Et vous êtes donc dans notre pays dans le cadre de ce sommet, puisque c'est un sommet de l'Union africaine aussi. Oui. Alors, merci beaucoup. Alors, pour vous, d'abord, Sopo Guiné, quand on dit que le Togo accueille à partir de ce 10 octobre le sommet sur la sécurité maritime, la sûreté maritime et le développement en Afrique, qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette rencontre-là? Merci beaucoup. Je pense que c'est une rencontre vraiment capitale. Capitale, juste parce que quand nous prenons la notion de sécurité et de sûreté, d'abord, la notion de sécurité,
Quand on parle de sécurité, cela voudrait dire qu'il doit avoir une certaine protection. Et on parle de la protection. En dehors de cette protection aussi, il faut donner quand même une certaine garantie à ceux-là qui utilisent la mer. On dit sécurité maritime, protection de la mer. Alors, il y a plusieurs moyens pour se déplacer. Mais les moyens les plus connus, c'est la route et ensuite l'air. Mais quand on parle de sécurité maritime, on a vraiment besoin de protéger la mer. L'économie bleue, on a vraiment besoin de protéger la mer parce que la mer en soi constitue un grand réservoir inépuisable. Et si on exploite correctement la mer, les retombées, on verra que vraiment la mer constitue une richesse pour nous. Donc, on a besoin de protéger la mer. Il faut donner aussi de garanties à ceux-là qui utilisent la mer. Je veux bien parler des navigateurs, et bon, les marchandises sur mer. Parce qu'au moins 90% du trafic commercial se fait par voie maritime. Voilà, par voie maritime. Quand vous allez au port, par exemple, vous allez voir des voitures, tout ça là, ça passe par la mer. Donc c'est une voie qui est vraiment utilisée pour faire venir les marchandises. Il faudrait que celui-là qui envoie la marchandise se rassure que la marchandise va arriver à destination sain et sauf. Et il faudrait aussi que les règles ou bien les lois qui doivent gérer la mer soient appliquées. Alors, on ne peut pas aller comme ça en rang dispersé. Il faut alors la fusion de tous les pouvoirs, si je peux le dire ainsi, la fusion, l'harmonisation de toutes les lois pour pouvoir uniformiser quelque chose pour que la mer soit vraiment protégée. Alors, Guillaume Dianicio, vous êtes centrafricain et quand je vois l'intérêt que vous portez à cette question de la mer, je m'étonne parce que, jusqu'à preuve de contraire, la Centrafrique n'a pas d'ouverture sur l'océan. Je vous remercie et je remercie les organisateurs de cette séance où un ressortissant de pays enclavé va parler de la mer et de toutes les richesses qu'on venait de dire mon précédent intervenant sur la mer. En fait, il a tout dit. Quand nous disions que les 90%, plus même d'ailleurs, des échanges transitent par la mer, cela veut dire que nous aussi, étant sur les deux pieds fermes sur le continent, nos marchandises transitent par la mer. Donc nous pouvons d'abord, sur cette question, demeurer en dehors. Donc, parce que nos marchandises passent par la mer. Et nous les recevons généralement par Douala, par Pointe-Noire, etc. Alors, il y a nécessité pour nous d'accompagner ce processus, d'y être présent à double titre. Parce que d'abord, la question de sécurité, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est la question prioritaire chez nous. Parce que nous venons de sortir des conflits, et ces conflits-là, généralement, on parle de trafic d'armes sur la mer. Mais c'est par la mer que ces armes sont passées pour arriver chez nous. En cernant le contour de la navigation, des trafics par la mer, on sert aussi en même temps, on résout aussi en grande partie le problème des pays enclavés, le problème de l'intérieur de l'Afrique. Voilà la deuxième ouverture de cette question qui nous préoccupe. Tertio, il faut dire que le panafricanisme exige, comme le disait l'autre, que nous harmonisions désormais toutes les législations en Afrique. Parce que quand je vois l'Europe, l'Union européenne, tout ça évoluer, et que l'Afrique reste derrière, et que la plupart de nos institutions continuent à être expressément financées par les Européens, je m'étonne. Parce que, en fait, c'est une manière de nous garder
dans une certaine colonisation. Parce que il va sans dire que si nous harmonisons nos lois, nous commençons à créer par nous-mêmes et nous nous unissons, nos voix seront plus fortes. Et cette mer-là, dont nous ne bénéficions même pas, dont le Togolais, le Centrafricain lambda ne connaît même pas la richesse, comme le disait le précédent, regorge d'énormes richesses. Nous pouvons, en Centrafrique, on parle de pétrole qui font l'objet de convoitises, on parle de diamants, d'uranium. Bon, on peut dire que c'est un pays, un scandale plutôt à ciel ouvert en matière de richesse. Mais nous le faisons tout simplement parce que les gens ont besoin de ces richesses. Mais s'ils vont chercher dans la mer, on peut les garder encore comme des réserves. Et en attendant, ça va nous éviter cette convoitise internationale et nous pouvons encore retrouver la paix et nous pouvons nous développer à partir des autres parce que nous pouvons, rien qu'avec l'agriculture, nous développer et faire transiter les produits de cette agriculture par la mer. Alors, Soko Guinness, si je comprends le troisième volet du développement de Guillaume Dianisio, ça veut dire que ce sommet sur la sécurité, la sûreté maritime, est-ce que vous voyez cela comme une manière, par exemple, pour les États africains de reprendre la même mise sur les questions sécuritaires? Tout à fait, tout à fait. Et lorsque les États africains sont en train d'évoluer en rang dispersé, ça profite à l'Occident. Mais lorsque ils vont en rang serré, nous prenons notre côte par exemple, surtout les États côtiers, qui ont trois sortes de territoires, terrestres, aériens et puis maritimes. Nous prenons le cas du Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire. Il suffirait seulement qu'il y ait une certaine organisation, que la patrouille se fasse ensemble sur la mer, ça donnera quand même un tonus à la chose. Alors, ce comportement-là fera que les Africains vont retrouver alors leur force. Il n'y aura plus cette domination. Donc, si nous prenons le cas de Ourada, par exemple, qui a vu le jour seulement en 98, tout récemment, mais il y a les réalités africaines. Ça a permis quand même aux Africains en matière commerciale de savoir ce qu'il faut faire. Nous avons nos réalités. Donc, le fait d'aller ensemble, ça permet quand même à l'Afrique d'avoir cette unité. Je rappelle que cette réunion-là n'est pas convoquée par le Togo. C'est une réunion qui est convoquée par l'Union africaine. Et les 54 États sont là. Ça permet quand même de donner la force à ces 54 États de parler comme une seule personne. Donc, je considère que cette union-là doit être extériorisée. Cette force-là doit être extériorisée par la conférence qui va se tenir dans notre cher pays du 10 au 15. Alors, mais d'un autre côté, hein, vous savez, aujourd'hui, les États africains sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Je vais évoquer le terrorisme. On se dit que quand on dépose une question comme celle de la sécurité maritime et une question comme le terrorisme dans la même balance, le terrorisme l'emporte. En quoi, aujourd'hui, la question de sécurité maritime est un enjeu primordial? Bien. Les causes du terrorisme, on peut les analyser. Elles sont multiples et à diverses raisons selon les pays. Cependant, lorsque nous parlons de terrorisme et que nous parlons de la proportion de la mer, mais il faut savoir, il est bien vrai que d'ailleurs, quand on parlait de terrorisme, quand nous étions jeunes, quand on était encore à l'université, il s'agit de pirates de l'air. Mais voilà que le phénomène, puisque le trafic terrien est tout à fait négligeable, ces terroristes ont vu que on les coince de plus en plus du côté de la circulation terrestre et aérienne. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est très difficile de faire encore un attentat passant dans un aéroport ou en prenant la route. C'est ça. Donc, il faut aller exploiter en mer. En mer. Donc, c'est une ouverture, c'est une faiblesse que le monde entier a laissé à la progression du terrorisme. Ça, c'est d'un. De deux, lorsque l'on voit encore les causes du terrorisme, cela est dû à l'échec
des politiques, je dirais, mondiales sur la prise en compte des problèmes de la pauvreté et de la jeunesse. Et ce sont ces jeunes-là qui se retrouvent en mer, qui se retrouvent en train de se faire sauter par des bombes, et parce que lorsque l'attrait des maîtres qui utilisent le terrorisme comme arme, alors font cet attrait-là par le capitalisme, automatiquement ça absorbe n'importe qui. Même vous et moi qui sommes là. Parce que nous n'avons pas, nous travaillons, nous voulons bien être honnêtes. Mais si ça perdure, ça perdure. Qu'est-ce que le capitalisme que les Blancs sont venus implanter chez nous nous donne? Parce qu'en principe, on devait quand même en profiter, on devait avoir les moyens de nous prendre en charge. Et si jamais nous ne le pouvons pas, et que nous sentions nos vies, la vie de nos enfants, de nos progénitures, puisqu'on parle de développement durable, continuer dans cet état, on peut quand même dire qu'on se fait sauter par une bombe et donner quand même, parce qu'il y aura un compte pour sa progéniture pour pouvoir devenir capitaliste. Alors, revenons à la question. Donc, l'échec de cette politique mondiale permet aux jeunes de ne pas avoir accès à l'employabilité et cela engendre le terrorisme. Par la mer, justement, qui de plus en plus prend en compte cet aspect du problème, on peut encore juguler doublement ce terrorisme et permettre surtout à nous, les États africains, de résoudre ce problème somalien, des États de la Corne de l'Afrique, justement, qui par la mer nous font venir ces armes, d'abord par la Libye, maintenant qui est complètement pourriture, etc., faire rentrer ces armes, on peut juguler ce problème dès là-bas. Et justement, dans le panafricanisme, dans le problème de l'Union africaine, le problème somalien va se résoudre. Le problème égyptien, du canal de Suez, des mers noires, etc., vont se résoudre. Donc, il ne s'agit pas du petit Togo. Le Togo, petite portion de pays, a fait déjà l'essentiel pour nous appeler, pour venir parler de ce problème-là. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'hésitation. S'il y a hésitation, ça veut dire que on veut devenir valet de quelque chose qu'on sert pour autre chose. Alors, nous allons dire un mot sur l'organisation même. C'est vrai, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais Sokpo Hine, vous aurez constaté que le Togo a pris un nouveau visage depuis qu'on annonce ce sommet. Il y a eu des travaux par-ci, par-là. Je vous poserai la même question tout à l'heure. Mais quand vous regardez un peu tout ce qui a été fait, est-ce que vous vous dites que nous sommes prêts à ce rendez-vous-là? Oui, oui. Sans fausse modestie, je pense que nous sommes prêts. Quand je vois un peu la ville de Lomé, de la manière dont la ville est toilettée, et puis les infrastructures de sécurité qui se font voir un peu partout, je me dis que le Togo est prêt pour accueillir ce sommet. Mais là, on a aussi l'impression qu'on ne vit plus qu'au rythme du sommet maintenant. On a reporté la rentrée, les deux rentrées même, rentrée scolaire, rentrée universitaire au nom du sommet. Il y a beaucoup de choses maintenant qui ne se font plus qu'au nom du sommet. Alors que quand vous prenez par exemple des pays comme l'Éthiopie, qui accueille tous les ans la rencontre de l'Union africaine, il n'y a pas tout ce tintamarre autour. Oui, oui, vous savez, à chaque pays correspond quand même sa stratégie. Alors, c'est pour pouvoir bien organiser le sommet. C'est pourquoi... Mais le Togo est un grand habitué des sommets, sous Eyadema, vous vous rappelez? Oui, oui, le Togo est un grand habitué des sommets. Ou bien c'est parce que le chef de l'État actuel, c'est son tout premier grand rendez-vous? Non, 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 non. Ce n'est pas son tout premier grand rendez-vous. Il n'en a jamais eu de sommet. Oui, mais... Depuis qu'il est chef d'État, depuis 2005, il n'y a jamais eu de sommet au Togo. Mais il n'y a pas eu de sommet, même s'il n'y a pas eu de rencontre internationale de cette envergure, je pense que c'est un gars qui dévance toujours les événements. C'est un gars qui dévance toujours les événements. Et puis, il est... parle du chef de l'État. Je parle du chef de l'État. Et puis, il est aussi entouré des conseillers, etc., etc. Donc, franchement parlant, le sommet là, on a besoin de bien le préparer. Et
comme je le disais tantôt, quand vous voyez un peu l'aspect des choses, et le Togo est prêt. Et juste après, la rentrée c'est sur le 17. Le 17 on octobre. termine le sommet le 15. Samedi, et le dimanche, voilà. Et puis lundi, les élèves Lundi, retournent à l'école. Voilà. Mais on n'a jamais compris hein, le lien qu'il y avait entre les deux choses. Oui, mais chacun est libre d'apprécier. Hein. Oui, chacun est libre d'apprécier. Une chose est d'envoyer le doigt accusateur vers l'autre. Mais les autres doigts vous regardent. Donc, c'est juste pour la bonne préparation de ce sommet-là que la rentrée scolaire a été reportée. Voilà. Alors, vous, hein, Guillaume Gianissio, vous êtes venu au Togo, vous avez vu un peu le visage qu'affiche aujourd'hui la capitale. Est-ce que vous sentez que là, on bouge pour le sommet? Oui. Je m'excuse de revenir un peu en arrière. Je ne suis pas venu au Togo. Je vis déjà au Togo depuis 17 ans. Ah, c'est bien là. Alors, pour revenir à la question, il faut dire qu'il s'agit d'une politique. Et moi oui, mais là, si vous vivez au Togo depuis 17 ans, ça veut dire que les changements que vous constatez voilà, maintenant... j'en viens. Oh, d'accord. J'en viens. C'est pour cela que je reviens en arrière pour pouvoir répondre à la question. Alors, je vois que c'est une démarche. Simplement, comme une démarche est une politique. Une démarche est une stratégie. Donc, c'est caché. Jusqu'à ce que ça apparaît. Et c'est ce que nous, en Afrique centrale, on n'est pas très politicien. On ne prend pas le temps de développer des stratégies. On est trop chaud. Et les conséquences sont souvent néfastes. Ici, dans ce pays, j'ai beaucoup appris. Nous, en Afrique centrale, nous sommes en train de discuter et nous nous disons que si tu as fait le Togo, ben, tu as des bénéfices. Ah bon, vous dites ça en Afrique centrale? Oui. Parce que les gens ici, ils font semblant de ne rien faire, mais pourtant ils font. Donc, la préparation de ce sommet, je suis sûr, a commencé depuis fort longtemps. Parce qu'on ne voudrait pas faire quelque chose de grandiose dans un pays assez dans la situation de transition qui était passée entre père et fils. On a pris assez de temps pour mettre les infrastructures, etc., jusqu'à ce qu'on réfléchisse sur ce qu'on doit faire pour maintenant émerger et présenter à la face du monde. Sur le sommet, beaucoup trouvent que ce n'est pas le plus important pour le moment. Moi, je me dis que ça a raison d'être, pour des raisons que je connais. Alors, nous prenons par exemple un navire qui arrive au Togo, dans toute sécurité. Le navire là, ça fait intervenir plusieurs acteurs. Il y a d'abord les dockers, il y a ensuite les transporteurs, si vous me le permettez. Il y a, en matière de conflit, là, l'intervention des auxiliaires de justice, les avocats et autres là. Donc, en réalité, lorsqu'il y a cette sécurité, cela voudrait dire que les navires vont arriver en toute quiétude. Ça crée de l'emploi. Je me dis que ça crée de l'emploi. Alors, quand vous voulez travailler, on ne va pas demander qui fait partie de l'opposition, qui fait partie de ceci ou bien cela. Tout ce qu'on sait, c'est que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Mais est-ce que les gens évoquent, par exemple, comme critique sur l'organisation, ce qui est fait autour du sommet, c'est de voir qu'il y a beaucoup de dépenses, c'est des milliards qui sont mis là-bas. Au même moment, nos hôpitaux sont complètement démunis. Quand nous prenons ce sommet-là, pas comme les autres, de grande envergure, qui va rassembler tous les États africains. Mais écoutez, le Togo ne sera pas quand même, permettez-moi le terme, au bas de l'échelle. Il faut une organisation, et qui parle d'organisation, il faut les moyens pour pouvoir organiser le sommet. Il faut mettre les participants dans des conditions de travail. Le temps de faire sortir quelque chose de concret pour la sécurité maritime. Donc, on a nécessairement besoin, on ne peut pas parler de sommet sans pour autant faire allusion aux dépenses. Ça, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression, quand vous observez un peu les gens, que les gens ne sont pas vraiment trop intéressés, ou vous trouvez que les gens s'intéressent à la chose? Lorsqu'on prend le commun des Togolais, il faut le dire, la chose d'abord devait être préparée avant d'être présentée au public. Et je suis carrément vos débats,
j'ai vu que progressivement, c'est parti en vitesse croissante. Donc, ça aussi, on peut parler de stratégie, on peut parler de la manière pour aborder l'événement. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, par rapport au problème du Togo, je pense que pour le problème interne, je ne pourrais pas trop me prononcer, même si j'ai des opinions, mais il faut aussi voir que le leadership, lorsque dans une famille, par exemple, prenons une famille, ma famille par exemple, si je voudrais devenir quelqu'un de populaire ou bien de public, je suis obligé de puiser dans mon budget pour pouvoir le faire aussi. Je dois avoir une grosse voiture, je dois avoir quelque chose. Et parfois, mes enfants, ma femme peut pouvoir dire non, il est en train de gaspiller l'argent de la famille. Bon, soit. Donc, ça, c'est un problème qui est lié au fonctionnement d'un État. Et quels que soient les événements qui s'organiseront partout dans le monde ou qui s'organisent dans le monde, il y a toujours des contrepoids. Et c'est ça l'intellectuel, et c'est ça la philosophie politique. Il faut trouver. Parce que là, l'enjeu, c'est que quoi qu'on dise aux gens sur le bien fondé du sommet, qu'il faut sécuriser la mer, qu'il faut faire ci ou ça, tant que les gens n'ont pas des choses à manger dans leur plat. En aval, c'est ça que je voulais dire. En aval du sommet, il y a d'énormes potentialités qui se dessinent. Il y a de l'argent qui va être injecté et qui s'injectera forcément. Prenons l'aspect purement touristique et l'aspect hôtelier. Oui, là, eux, dans l'immédiat, eux, ils gagnent beaucoup. Avec 4000 visiteurs, ils vont faire de bons chiffres d'affaires du 10 au 15. Maintenant, il s'agit, je crois, pour l'État de réfléchir. Parce que on leur a donné des marchés. Il faut aussi que cet argent absorbé dans les hôtels soit hébergé quelque part, par exemple, dans des banques qui financent certains petits projets de l'économie. Donc, il s'agit d'organisation des fonds. On attire les fonds rentrent. Par exemple, si nous constituons une famille ici, et que je dis, bon, je vais à la pêche, va plutôt à la chasse, et que nous reviennent, tu n'as pas eu de l'argent, et tu n'as pas eu plutôt de gibier, j'ai eu du poisson, on va manger mon poisson. Donc, il faut le faire de cette manière, et je crois qu'en aval de ce sommet, il n'y a pas que l'hôtellerie, il y a aussi les gens qui viendront prendre Lomé, capitale d'épargne, etc. Lomé... espérons que ça ait cet impact-là sur l'économie. Oui, et vous savez, lorsqu'on se demande, ou bien on se pose la question de savoir qu'est-ce que ce sommet-là peut donner aux Togolais. Est-ce que le gain, ou bien le matériel est seulement ce qu'on peut gagner? Je me dis non. D'abord, on parle de la charte de Lomé. Lorsqu'un Togolais sort, quitte Lomé, on a passé ce sommet-là à Lomé. C'est déjà un plus. Monsieur Guillaume vient de parler en matière d'hôtellerie, les restaurants, etc., etc. Voilà, le tourisme. Mais il y a aussi l'honneur. D'accord, on me dira que ça ne se mange pas. D'accord, ça ne se mange pas. D'accord. Mais quand vous sortez du Togo, mais vous êtes Togolais, on est fiers. Je dis, mais on a eu ce sommet-là chez moi, ici, au Togo. Donc, franchement parlant, pendant que des gens sont en train de tirer vers le haut, naturellement, d'autres vont tirer vers le bas. Et que c'est la nature qui va se charger maintenant de faire l'équilibre. Notre ami, il a déjà dit, la politique, c'est tout un système. Donc, on ne peut pas quand même apprendre à un vieux singe comme a fait la grimace. Voilà. Alors, nous continuons de parler naturellement de l'impact à court, moyen et à long terme du sommet très prochainement. On va évoquer encore quelques questions avant que je ne vous pose. Comme je vous l'ai dit en off avant le début de cette émission, les questions envoyées par les internautes sur notre page Facebook. Quels sont, à part ce que ça va rapporter aux hôteliers, au tourisme
à part la visibilité qu'on va avoir sur le Togo, les retombées à moyen et à long terme d'une telle rencontre? D'abord, à long terme, il faut d'abord que les États puissent ne pas faire lettre morte encore de cette charte. Parce que il faut absolument que toutes les sociétés civiles africaines prennent en compte cet aspect du problème de la mer, comme on a indiqué, qui doit être maintenu et rappelé au gouvernement. En fait, le gouvernement passe, mais le peuple demeure. Les richesses sont là en durabilité pour nos projets d'études. Alors, à long terme, il faut désormais que l'UA puisse au moins avoir en face d'elle des interlocuteurs qui disent: faites, vous avez signé des conventions, des accords, des chartes, il faut les mettre en application. Et ce n'est pas que la charte de l'OMI qui sera demandée. Et je demande en tant qu'acteur de la décentralisation aux collectivités locales de se soulever et de venir vers cette question. Parce que on a parlé un peu grosso modo de la richesse de la mer. Mais voyons, d'un point de vue de l'éducation des populations côtières, puisque quand nous parlons de manière grosso modo de la sécurisation de la mer, cela engendre beaucoup d'aspects. Et j'aimerais, si vous me le permettez, par exemple souligner un aspect. L'eau, quand elle est propre, elle dégage de l'oxygène, puisqu'elle absorbe du CO2. Et cela, physiquement, lorsque l'eau est propre, parce que sécurisée, parce que qu'est-ce qui pollue la mer? Ce sont ces pirates qui jettent leur matériel, même puisque nous, on ne voit pas loin ce qui se passe. Et ces populations côtières, lorsqu'ils seront conscients de ce truc, quand les bateaux se garent sur la mer, on appelle un peu les gardes-côtes pour pouvoir aller voir pourquoi le bateau là, c'est la fête deuxième jour, ça est là-bas. Peut-être qu'ils sont en train de vidanger des produits dans la mer. Et on ne le fait pas là-bas parce qu'il y a des vidéosurveillances. On vient en Afrique pour le faire. Donc, nous, après, ils viennent accoster pour déposer quelque chose. Et ensuite, il faut des infrastructures dans nos ports. Nous savions, par exemple, que pour le trafic aérien, il y a la SEGNA. Et pour la mer, ça serait quoi? Il faut que qu'on pense à mettre une structure en place pour la sécurité, maritime. Voilà. Parce que non seulement ça va encore, puisque c'est international, permettre aux jeunes cadres d'y aller. Parce qu'en Afrique, comment on fait pour s'enrichir? Quand dans ta famille, une personne a un bon emploi, ça permet de nourrir les bouches, de financer les études, d'orienter la famille vers les gains de richesse. Donc ça, c'est à long terme. Mais à court terme, à part, vous nous avez coincé, vous voulez que nous sortions encore les choses, à part ce que nous avions dit, moi, à court terme, je vois d'abord la nécessité éducative par rapport à la prise en charge, prise en compte de la mer. Et cela peut faire obliger déjà de vulgarisation dans des chapitres, pas à l'université forcément, même à l'école primaire. Pour que, puisque nous parlons de durabilité et du développement, cela soit déjà inculqué si nous n'avons pas pu face... Là, vous êtes carrément dans votre domaine, hein, puisque vous êtes consultant en développement, donc vous êtes voilà. En développement durable déjà. Donc, voyez-vous, donc à court terme, nous pouvons déjà faire ce travail-là. Si dès la rentrée, les enfants, on va leur dire, il faut que les enseignants le sachent, nous avons pu reculer votre rentrée de 2 semaines à cause de ce problème qui est primordial. Ça, ce n'est pas du syndicalisme pour aller dire aux enfants, on ne savait pas pourquoi. Non, on sait. Les autorités ont décidé. Parce qu'aux enfants, il ne faut pas apprendre à mentir. Il faut dire la vérité. Eux, ils sont pas allés à l'école, d'autres ne le savent peut-être pas, mais d'autres vont voir les choses, mais ils ont vu quand même.
Si tu viens, tu dis non, on ne savait pas pourquoi on a poussé. Non, dites plutôt, la rentrée a été repoussée pour ce sommet. Et un peu, moi j'ai été enseignant. Donc il faut en 5 minutes, comme motivation en début de cours, on peut en parler. Et cela peut provoquer des déclics chez les plus jeunes, déjà de s'engager vers les professions en rapport avec la mer et ces professions qui seront prises en compte dans et par nos sociétés civiles pour réclamer à l'État. Ça pose une même question, les retombées. Oui, les retombées à court terme, on l'a déjà dit, et surtout dans le domaine économique. Il y aura toujours des impacts. Et il faut maintenant essayer quand même d'inculquer, comme le collègue vient de le dire, aux États côtiers, l'entretien, comment prendre en charge la mer. Parce que une chose est, si vous voyez à peu près ce qui se passe actuellement, vous longez seulement la mer, vous allez voir que tout est propre. Mais est-ce que d'ici demain, d'ici 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est toujours la même vision de la chose? Est-ce que les gens ne seront pas fatigués? On ne va pas toujours continuer par envoyer des ordures là-bas, etc., etc. Il faut alors un certain civisme. Il faut alors inculquer aux gens et comment gérer la mer. Maintenant, à long terme, moi je me dis que... Mais cette démarche-là, elle ne doit pas être que togolaise, hein, puisque c'est un sommet de l'Union africaine. Oui. Donc, surtout les États côtiers. Les États côtiers. Je veux bien entendu parler des États côtiers. Mais à long terme, j'ose croire que avec ce sommet-là, surtout au niveau des études supérieures, en l'occurrence à l'université maintenant, il y aura nécessairement une faculté ou bien une certaine orientation qui permettra aux jeunes étudiants d'apprendre comment gérer la mer. Donc cela va se perpétuer et on verra que progressivement, la richesse qui se trouve dans la mer, ce ne serait plus un rêve, mais ce serait alors une réalité. Donc à long terme, il faut alors créer des structures pour pouvoir perpétuer la gestion de la mer. D'accord, on va en venir maintenant à des questions que quelques internautes ont envoyées dans le cadre de cette question. Il y a d'abord une question posée par Jean Lodonou. Il a d'abord fait un grand développement que je ne pourrais pas lire. Je vais juste venir à la question. Il dit, de tous les sommets, hein, puisqu'il a évoqué plus haut les nombreux sommets que le Togo a accueilli du temps du feu président Yadema, de tous ces sommets et conférences de grande envergure, qu'a gagné le Togo? Le Togo a gagné beaucoup de choses. Le Togo a gagné beaucoup de choses. Nous n'allons pas commencer maintenant par faire une certaine citation. Je suis enseignant. Lorsque on parle de la CEDEAO, quand on parle de la CEDEAO, il y a les deux promoteurs, le feu président Eyadema et Yacoub Gowon, le Nigérian là. Mais si nous venons ici à Lomé, il y a quand même les infrastructures de la CEDEAO. Et à côté de la boîte de la... Il y a la banque, le bâtiment de la CEDEAO est là-bas. Le bâtiment de la CEDEAO est là-bas. Donc, cela permet quand même, quand nous prenons ce bâtiment, c'est déjà... Bon, là, ça c'est juste les choses qui sont visibles, comme par exemple la cité OUA, qui vient rappeler que le Togo a eu un sommet de l'OUA, mais on ne sent pas trop le changement que ça a provoqué. Vous évoquez par exemple la CEDEAO. Je vous parie que si vous voulez traverser la frontière ghanéenne, on nous dit que nous sommes dans l'espace CEDEAO. Même avec votre carte d'identité, vous ne pouvez pas aller. Avec le passeport, vous payez d'abord 1000 francs pour pouvoir passer. Et tout ça, on se dit finalement, on prend un sommet. Qu'est-ce que ça rapporte au commun des mortels? Le sommet, on a nécessairement besoin d'avoir de ces sommets-là. Je l'avais dit tantôt, on ne peut pas évoluer en rang dispersé. Lorsque chaque État, surtout, nous prenons le cas de la protection maritime, là. Lorsque chaque État veut protéger sa côte, ça ne peut pas aller. Il faut nécessairement cette union-là.
on doit nécessairement avoir de ces sommets. C'est lors de ces sommets-là, lors de ces conférences-là, que les grandes décisions sont prises. Alors, permettez-moi de vous poser la question. Pourquoi alors il y a l'ONU? Pourquoi alors il y a l'ONU? Nous prenons le cas des États-Unis. Les États-Unis constituent quand même une grande puissance. Mais ils ne sont pas épargnés par cette histoire de banditisme, de terrorisme et autres là. Aucun État n'est épargné. Donc, on a nécessairement besoin d'avoir de ces sommets-là, on a nécessairement besoin d'avoir de ces conférences-là pour prendre les grandes décisions. Ce qui cause problème, c'est surtout la mise en application de ces décisions-là. Quand il y a de suivi, je pense que le sommet a toujours sa raison d'être. J'en ajoute, je donne en tant qu'enseignant toujours des exemples assez bas pour pouvoir expliquer ce qui est grand. Toujours dans une famille, lorsque vous êtes 3 frères et que l'autre a une grande maison et il prévoit par exemple une grande chambre là-dedans pour faire les fêtes ou les réunions, vous allez chez lui. Vous allez chez lui pour faire. Et vous le respectez. Juste ça? Mais je vais dire, vous avez dit juste. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Parce que vous lui devez. Vous devez, c'est-à-dire à chaque fois que vous y allez, vous allez vers cette personne, vous devez à cette personne. Bon, et ça c'est au niveau familial. Mais au niveau d'un pays encore, c'est plus grand. C'est plus grand. C'est plus grand parce que, d'abord, le pays rentre dans l'histoire. Et non seulement qu'il rentre dans l'histoire, et les autres pensent qu'il est capable de gérer ou d'organiser. Et ça fait un plus. Lorsque, par exemple, je ne parle pas forcément en tant que défenseur de quelque chose, mais je parle en tant que panafricaniste. Des pays qui n'organisent rien. Même ils vont demander des prêts, on ne leur donne pas, parce qu'on ne sait pas. Tu ne veux pas demander seulement les prêts, et puis on ne voit pas comment tu feras pour t'organiser. Donc, il y a ce côté de visibilité à l'international qui compte pour un pays. Et beaucoup de pays à l'international ne se font pas voir. Et donc, ils ne sont pas... ce n'est pas seulement le football. Bon, du commun de mortels, on laisse tout pour dire, bien sûr. Le Togo n'est pas une grande nation de football, mais on a quand même un grand joueur connu à l'international. Enfin, je crois que les questions qui suivent que Zalo Dono a posées ont été déjà répondues. Il dit que peut-on indexer comme résultante de ces sommets et par ricochet l'impact à moyen et à long terme de ce sommet du siècle. On y a déjà répondu. On va en venir à Marc Dometti, un autre internaute qui dit, il fait des tirés, il dit 1 milliard pour acheter plusieurs machines médicales à nos hôpitaux, 1 milliard réparti pour changer la vie des enseignants volontaires au Togo, 1 milliard pour booster l'aide et bourse aux étudiants. Comment voulez-vous que ces revendicateurs masquent l'image de la situation pendant le sommet quand ils savent que l'État a investi plus de 90 milliards dans ces préparatifs? C'est lui qui dit. Bon, 90 milliards, vous venez de le dire, c'est lui qui le dit. Je n'ai pas... je ne sais pas. Combien a été investi dans le truc là. Mais, comme on le disait tantôt, le sommet aussi est important. Je n'ai pas dit que l'éducation n'est pas importante. La santé, elle est importante. Mais, pour pouvoir organiser un sommet, on a besoin de l'argent. Il ne faudrait pas que des gens viennent au Togo, qu'on dise, mais écoutez, qu'est-ce qu'on est venu faire au Togo? On a besoin des moyens pour pouvoir organiser ces sommets-là. Donc, c'est la politique du gouvernement, c'est la politique des organisateurs. Il faut nécessairement injecter de l'argent pour que le sommet soit quand même
à ce niveau-là, soit digne de ce nom-là. Mais ce qu'il dit, c'est aussi que on met, je suis sûr que ça n'atteindra pas 90 milliards, mais ce sera quand même en milliards les dépenses qui auront été faites dans le cadre de ce sommet, et que au même moment, les hôpitaux, les enseignants volontaires, les étudiants restent toujours sur la biche, comme on dit. Oui, tout ça là, c'est vrai. Mais à ce que je sache, la ville de Rome n'est pas construite en une seule journée. Je pense que progressivement... Non, peut-être eux, ce qu'ils disent, c'est que s'il y a de l'argent pour ça, on peut s'en passer pour s'occuper de l'essentiel, qui est de rechercher le bien-être des concitoyens. Oui. Est-ce à dire que le sommet n'est pas essentiel? Reste à savoir. Oui. Est-ce à dire que le sommet n'est pas essentiel? Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Bon, par rapport à ça, je peux d'abord constater que des concitoyens s'interrogent sur la nécessité. Ça, c'est normal. D'abord, mon constat va à l'endroit de celui qui l'a dit. Il est bien vrai que les problèmes intérieurs doivent être pris en charge par un gouvernement, et je crois que à cela aussi le gouvernement essaie. Est-ce seulement le Togo qui a financé ce sommet? Point d'interrogation. D'où la nécessité de faire un peu plus de recherche pour pouvoir juger. Et ensuite, secondo, je peux dire que les problèmes internes ne finissent jamais. Il n'y a pas d'État sans problème. Même l'Amérique, même quoi. Donc, pourtant, ces gens nous donnent de l'argent, empruntent en Afrique, donnent, parce qu'ils n'ont pas résolu leurs problèmes. C'est-à-dire en relation internationale aussi, parce que c'est pourquoi on parle de budget. Il y a des budgets pour l'éducation, il y a des budgets. Donc, ce qui semble forcément prioritaire à l'interne ne peut pas être prioritaire, par exemple, à l'externe. Donc, c'est comment on appelle, aux élus du peuple de vouloir bousculer ces budgets-là pour qu'on puisse régler le problème de l'interne. Bon, pas la politique générale qui est en fait l'aura de toute la nation. Il y a autre question posée par Eric Akpe. Il dit, pourquoi quand... pardon, je me suis trompé. Il y a d'abord Edem Komi qui demande quelles sont les dimensions économiques et sécuritaires du monopole maritime international. La dimension... Quelles sont les dimensions économiques et sécuritaires du monopole maritime international? Lorsqu'un pays a le monopole sur ses océans, quelles sont les dimensions économiques et sécuritaires de cela? Bien. Ah ben, il revient à ce que nous avons dit plus haut. D'ailleurs, le monopole suppose que contrôler ces espaces. Premièrement, nos espaces, par exemple ici, en Afrique, nous n'avons pas les monopoles parce que nous n'avons pas même encore les techniques de l'exploration de ces espaces. Déjà que, par exemple, pour le Togo, même l'espace aérien est géré par un autre pays. Bon, maintenant, je ne crois pas aussi que le Togo a spécifiquement le monopole de son espace en ce qui concerne la mer. Puisque nous parlons des quais qui sont faits par Bolloré, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas aussi souhaitable pour un pays d'avoir spécifiquement les monopoles de son espace, parce que ça demande de gros budgets que nous n'en avons pas. Vaut mieux faire assez d'ouverture vers l'international. Et je crois que l'une des côtés positifs de cette charte, c'est d'ouvrir l'espace à la non-monopole, justement. C'est-à-dire, l'espace doit être contrôlé dans une certaine relation internationale, de sorte que l'Afrique, qui est individuellement un peu plus faible, puisse se soutenir pour organiser. D'accord. Voilà. Alors, il y a maintenant la question de Eric Akpe qui dit, vous sensibilisez, bon moi je lis les questions telles qu'elles arrivent, vous sensibilisez la population sur le civisme qu'on doit adopter pendant les jours du sommet. Est-ce que vous pensez que vous êtes les mieux placés à faire cette sensibilisation? Bon, je lis les questions telles quelles.
Bon, la question est posée à vous ou bien... Non, bon, moi, il pose les questions aux invités que je reçois. Donc... Bon, vous savez, cette histoire de sensibilisation, c'est un travail de tout le monde. Et ça doit commencer depuis la maison. Le bon sens le vaudrait. On doit commencer la sensibilisation depuis la maison, arriver au niveau de la rue, et maintenant, vous, en tant que média, vous allez prendre alors le relais. Donc, on l'a déjà dit, si on a utilisé assez de sous et que ça ne doit pas concrètement donner quelque chose, ça doit accoucher. Et d'une souris, à quoi bon? Quoi bon le faire? Actuellement, quand vous prenez pratiquement toutes les rues à Lomé, c'est vraiment beau. Mais est-ce que ça va s'arrêter là-bas? Ça doit continuer. Comment est-ce que ça doit continuer? Par la sensibilisation. Et ce n'est pas le devoir d'une seule personne. Chaque entité, chaque personne à son niveau doit se dire, mais je suis citoyen. C'est un devoir de citoyenneté. On doit sensibiliser. Voilà, c'est ce qu'il y a lieu de faire, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Alors, le sommet va finir le 15. Le Togo est toujours là. Lomé est toujours là. Le 16, la vie continue. La vie continue. Mais il ne faudrait pas qu'on retombe encore dans les erreurs du passé. Hein? Quand vous longez la mer, qu'on sente qu'effectivement, on a pris maintenant un autre élan. Et ça doit continuer comme ça. Donc la sensibilisation, c'est le devoir de tout le monde. Peut-être qu'il y a nécessité de mettre en place une brigade maritime, moi je ne sais pas. Oui, c'est ce que je disais tantôt, que à long terme, il y aura nécessairement une faculté. Je ne suis pas quand même le truc là, mais avoir à peu près les choses, ça ne sert à rien de faire de ces dépenses-là et que ce soit véritable gâchis. Donc, il doit avoir nécessairement de suivi. En quoi faisant, il doit avoir une faculté ou bien une école qui doit prendre le relais pour pouvoir... Nous sommes à la fin de cet entretien. J'en ai fini avec les questions sur Internet. Guillaume Gianissio, un mot de fin? Mon mot de fin, c'est juste dire à la population togolaise que il faut que l'on s'entoure de cette question maritime, l'on s'informe de cette question maritime et que l'on s'en approprie, pas pour le gouvernement, mais pour soi-même, parce que la mer est capitale pour notre biotope, d'ailleurs pour notre santé. Lorsque il pleut et que cette eau qui tombe a des forts taux d'acidité, ce sont nos tôles qui s'embrouillent, c'est notre santé qui en pâtit. Donc la question maritime est une question ouverte à tout le monde. Ça, c'est d'un. Et pour parler de civilité, le sommet est venu. Nous voyons par exemple que ce sommet a permis de discipliner un peu les codes. Le code routier, par exemple, on a vu qu'on a fait des efforts pour qu'on respecte les feux tricolores et rien que ça a permis de sauver beaucoup de vies. Et donc, on ne peut pas juger toujours d'un côté, mais il faut voir à long terme ce que cela peut amener pour la nation. Donc, au gouvernement togolais qui a accepté abriter ce sommet de l'Union africaine, je dis bien Union africaine, on s'en approprie ici plus parce que c'est ici, mais les autres pays africains aussi s'en approprient. Donc, pour l'Afrique entière, il faut que cet engouement pour préserver la mer soit généralisé et que la charte de Lomé soit un succès qui sera plus après en aval par nos assemblées, par nos comment on appelle nos institutions validées pour que ça rentre pertinemment en rigueur pour nous permettre d'avoir de marchandises et développer l'économie bleue. Merci beaucoup. Et si la mer regorge assez de richesses,
Et moi, j'ose croire que le développement des États africains doit passer nécessairement par le développement de la mer. Une fois que la mer est sécurisée, je pense que toutes les activités peuvent se passer comme sur une roulette. Et pour finir, je pense que chacun, à son niveau, doit jouer sa partition pour que non seulement le sommet soit d'une réussite, mais aussi qu'il y ait de suivi par après. Je vous remercie. En tout cas, un œil sur l'actualité est en train de jouer sa partition dans ce sommet en évoquant le sujet dans cette émission. Sokpo Hine, juriste, et puis Guillaume Bianicio, consultant en développement d'origine centrafricaine. Merci d'être venu dans un œil sur l'actualité. Merci. Merci. Cette émission s'achève, mais vous pouvez continuer par faire le débat avec moi sur Facebook. Tapez Samuel Yanwi et vous envoyez vos commentaires ou vos questions. Ou vous allez sur WhatsApp 90 00 94 74, ou bien vous allez sur YouTube, vous allez à la chaîne Un œil sur l'actualité pour retrouver toutes les anciennes émissions. Celle-ci sera d'ailleurs mise en ligne. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Je vous retrouve le dimanche prochain. Merci.